Bonjour, les rappeurs, les études scientifiques se succèdent et tous font le même constat. La température sur Terre va augmenter dans les années à venir, ce qui va impacter considérablement les générations futures. En parallèle, en France, selon l'INSEE, 20% des 18-25 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Cette fragilité a été accentuée par les crises sociales et le Covid-19. Devant ce constat sombre pour les générations futures, le dialogue entre les générations devient de plus en plus difficile. Certains jeunes accusent leurs aînés de ne rien faire, tandis que les aînés accusent les jeunes de profiter de ce système. Fidèles à la philosophie Kaizen, nous n'allons pas chercher qui sont les coupables, mais voir s'il est possible de tisser des liens entre les deux générations. Et pour ce faire, nous avons invité Salomé Saké et André Comte-Sponville. Fidèle à la peut-être théorie de Spinoza, mieux vaut enseigner les vertus que condamner le vice. Salomé Saké, bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé sur les sujets en lien avec l'économie, ce qui vous a amené à vous intéresser à l'environnement. Vous avez collaboré pour Blast, vous collaborez pour Blast, ouais. Un média en ligne, pour France 5, France Info. Vous avez 27 ans et vous venez de publier « Sois jeune et tais-toi » aux éditions Payot. André Comte-Sponville, a-t-on besoin de vous présenter? Vous êtes un des philosophes français qui vendait le plus de livres actuellement en France. Mais j'ai quand même lu votre livre, donc le dernier qui vient de sortir aux éditions PUF, La clé des champs et autres impromptus. Et si nous avons invité tous les deux, c'est que nous allons essayer de tisser des liens entre vous deux pour voir comment on peut réparer ce lien qui semble difficile. En écho à la parole de Camus, Salomé, qui a écrit « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde », peut-on clarifier les thèmes de notre débat? Qu'est-ce qu'être jeune? Qu'est-ce qui définit le jeune? Et combien sont-ils en France? Oui, alors c'est la grande question qui traverse cet ouvrage, c'est qu'est-ce que la jeunesse? Bourdieu disait la jeunesse n'est qu'un mot, et évidemment je le rejoins totalement après cette enquête. C'est un moment de la vie, moi j'ai tendance à dire que c'est le moment de l'instabilité, c'est le moment où on se cherche, où on cherche son identité, où on essaie de savoir aussi qui on est, ce qu'on va faire de sa vie, mais il a bien fallu circonscrire un petit peu l'objet de l'étude pour pouvoir mener cette enquête. Donc j'ai choisi de m'appuyer sur la définition de l'INSEE qui dit que les jeunes, ce sont ceux qui ont entre 18 et 29 ans. Mais c'est évidemment une définition qui est ouverte à l'interprétation et à la discussion. D'accord. André Comte-Sponville, êtes-vous d'accord avec cette approche catégorielle ou préférez-vous la phrase qui dit que la jeunesse est un état d'esprit? Non, ça c'est une platitude fausse, ça ne doit pas être agressif. Mais non, la jeunesse c'est d'abord une question d'âge, donc 19, 29 ans, pourquoi pas? Moi je dirais 19, 33 ans, parce que c'est l'âge où le Christ est mort, et je pense qu'il est mort jeune finalement. Voilà. Mais en gros, on est d'accord sur cette périodisation. Mais non, la jeunesse, c'est d'abord le corps. Le corps, donc le cerveau, donc l'esprit. Avec une remarque supplémentaire, ma sœur qui est psychiatre m'a dit un jour, avec l'âge, tout le monde s'aggrave, sauf les gens bien qui s'améliorent. Et je crois que les deux sont vrais. Tout le monde s'aggrave, tendanciellement, on est mieux à 30 ans qu'à 70. Il n'y a pas un risque de mettre les gens dans des catégories comme ça, par Non, mais il n'y a pas une catégorie, c'est mon corps. Mon corps, il a 71 ans. Mon corps n'est pas une catégorie, si vous voulez. Donc, voilà, et d'évidence, le corps de Salomé n'a pas le même âge que le mien. Et puis en fonction de la classe d'âge, on fait vraiment face à des enjeux spécifiques et on peut traverser certaines difficultés qui sont spécifiques à cette tranche d'âge, même si encore une fois on peut discuter des limitations. Mais quelqu'un qui a 20 ans n'a vraiment pas les mêmes problématiques économiques notamment et même philosophiques, là on le voit aujourd'hui avec les questions de réchauffement climatique, que quelqu'un qui a 70 ans. D'accord, alors Salomé, nous allons déplier les thèmes que vous abordez dans votre livre, la crise climatique, l'autonomie, l'engagement politique, mais commençons d'abord par regarder la partie visible de l'iceberg, à savoir la place des jeunes dans l'espace public et dans l'espace privé. Avec votre titre « Sois jeune et tais-toi », une référence à mai 68, vous dites en gros que les jeunes n'ont plus la parole aujourd'hui, alors que pour moi, vous, Paloma Moritz, Camille Etienne, Léna Lazare, une porte-parole des soulèvements de la Terre qui lutte contre les méga-bassines. Nous avons aussi Rachel, porte-parole de la dernière rénovation, un mouvement essentiellement de jeunes qui réalisent des opérations coup de poing contre le réchauffement climatique. On peut parler aussi de Manès Nadel, 16 ans, porte-parole des lycées. Ils ont de la place dans l'espace médiatique. Et pareil, je suis entre vous deux. Moi, j'ai connu des cousins, des cousines qui n'avaient pas le droit à la parole dans les espaces familiales. Est-ce qu'il n'y a pas justement une progression pour les jeunes aujourd'hui dans l'espace public ? Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. C'est à quel point les jeunes ont la parole et à quel point on les écoute. Et alors,
d'un point de vue statistique, quand même, dans les journaux télévisés, dans les pages de la presse, on voit quand même très peu de paroles données largement à des jeunes. Et quand elle est donnée, elle est souvent donnée à des jeunes qu'on va considérer comme militants, qui sont là pour apporter une parole un peu émotionnelle et qu'on ne va pas prendre avec le même sérieux qu'une personne d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine d'années, qu'on considère que comme ils ont plus d'expérience, ils ont aussi plus de raison. Et j'ai la sensation qu'il y a une disqualification quand même assez massive de la parole de ces jeunes-là. Et vous avez pris l'exemple de Camille Etienne, vous avez pris l'exemple de Manès, qui sont des jeunes, on va dire, qui sont un peu virulents et qu'on aime bien mettre dans cette position de militants qui ont des revendications mais qui ne sont pas forcément raisonnables et qui ne sont pas forcément l'espèce de voix de la sagesse. Et en face, on va avoir souvent de très nombreux éditorialistes, journalistes qui sont là pour décortiquer la parole de ces jeunes qui n'auraient pas forcément tout compris, qui seraient pris par la fougue justement de leur jeunesse. Alors que ce que j'essaie de montrer, c'est que la parole des jeunes peut être aussi raisonnable, peut être porter en elle une certaine sagesse et que c'est pas forcément parce qu'on est plus âgé qu'on sait mieux faire face aux enjeux de la société. Donc, pour résumer, la parole des jeunes est quand même minoritaire aujourd'hui dans les médias, en tout cas tous ceux que j'ai pu observer, et elle est souvent portée par des jeunes qu'on aura tendance à disqualifier par la suite. Et dans l'espace privé, il y a quand même aujourd'hui plus de discussions dans les familles. Alors ça, c'est compliqué parce que la question de la parole médiatique se mesure plus facilement. La question de la parole des jeunes dans l'espace privé, c'est plus difficile à qualifier. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a de nombreux jeunes qui ne se sentent pas écoutés et qui ont l'impression de parfois faire face à un mur quand ils sont face à leurs parents, face à leurs grands-parents, où ils essaient d'expliquer ce à quoi ils font face, ce qui les inquiète, ce qu'ils voudraient faire. Et les générations précédentes ne les comprennent pas forcément et vont être même parfois assez virulents avec eux, ce qui va occasionner pour certains un repli sur eux-mêmes, un repli sur leurs écrans, un repli sur leur cercle d'amis et qui aura pour conséquence de participer à rompre aussi ce dialogue intergénérationnel. En 1968, vous aviez 16 ans de Réponse-Penseville. Quel souvenir gardez-vous de la place des jeunes dans les médias et est-ce que vous voyez une évolution depuis 1968 ? Je pense qu'elle n'était pas plus grande qu'aujourd'hui. Il faudrait vérifier, mais bon, de toute façon, les rédacteurs en chef n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 30 ans. À 40 ans, on est un jeune rédacteur en chef. Un directeur de journal, à 50 ans, on est un jeune directeur de journal. Donc, ça devait être vrai en 68 comme aujourd'hui. De même d'ailleurs que le titre, Sois jeune et tais-toi, c'est une affiche de 68. Et donc, c'est pas si nouveau que ça. Qu'il y ait des difficultés d'échange, de dialogue entre les générations. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, je m'étonnais, je faisais des conférences comme ça, quand on m'interrogeait sur les générations, je disais, c'est bizarre, il y a une expression qui a disparu du vocabulaire journalistique, c'est l'expression conflit des générations. Et je vous jure qu'il y a 20 ans, personne n'en parlait. Alors que dans ma jeunesse, on en parlait tous les jours, dans les journaux grand public, etc. Et ça revient. Donc il y a peut-être une période heureuse, je n'ai pas été aussi heureuse que ça, mais où la dimension de conflit de génération avait quasi disparu. Bon, mais je crois que la crise actuelle explique en partie le retour de cette notion, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une notion de journalisme et de conflit de génération, et puis la dimension climatique, et puis la pandémie. Donc il y a plusieurs phénomènes récents qui ont fait que tout d'un coup, les rapports entre les jeunes et leurs aînés, notamment entre les jeunes et les vieux, parce que j'ai pas peur de ce mot-là, sont devenus en effet plus problématiques, comme ils l'étaient en 68, de ce point de vue. Alors que vous aviez pris un mot d'ordre de 68, je trouve ça tout à fait révélateur. De même que je vois beaucoup de jeunes tenir un discours, notamment sur le travail, on dit les jeunes ne veulent plus travailler, etc. Si je voulais résumer le discours de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, que je trouve d'ailleurs parfaitement pertinent, c'est ce que mon frère disait en 68 à notre père, « Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Propos plein de bon sens qui est ressurgi aujourd'hui, mais voilà, c'est un propos de 68 ans. C'est pas pour dire que nous avons les mêmes qualités ou les mêmes défauts, mais je crois qu'il y a un peu de ça. D'ailleurs, les 68 ans dont je fais partie, ils ont eu cette capacité d'affirmer leur jeunesse. Voilà. Et je crois que la jeunesse d'aujourd'hui a à nouveau cette capacité-là. Alors que les X, on va reparler des générations, mais ont une jeunesse plus terne. Je me souviens d'un article de Nouvel Obs quand j'étais jeune prof de philo, donc moi j'avais 30 ans, quoi, sur mes élèves.
c'est pas mes élèves en particulier, mais le Nouvel Obs titrait « La bof génération ». La bof génération, c'est la génération X. C'est-à-dire que après les 68 arts grande gueule qui avaient des réponses surtout d'opinions tranchées, tout d'un coup, parce que en fait la génération X, ça a été une invention d'une sociologue britannique qui faisait une recherche sur les jeunes des années 80, en gros. Et elle dit, c'est bizarre, ces jeunes-là, on leur pose une question, en gros, ils répondent bof. Ça a été la version Nouvel Obs. Et comme en X, c'est l'inconnu, dans le langage des algébristes, elle l'appelait la génération X. Eh bien, je crois que la génération Y, qui doit être la vôtre, peut-être la génération Z qui vient, et la génération des 68 arts ont peut-être en commun d'avoir eu une jeunesse plus affirmative, assumant davantage les exigences de la jeunesse. Autre mot d'ordre de 68, alors là que vous n'avez pas repris, mais cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. C'était beau, finalement, un peu bébête, comme beaucoup de choses 68 arts. Mais voilà, moi, je suis assez content de voir que les jeunes, si j'ose dire, reprennent du poil de la bête et réaffirment les exigences et les qualités de la jeunesse. Et pour revenir juste sur la question de l'espace médiatique, de la parole qui est donnée aux jeunes, je suis complètement... j'imagine effectivement qu'il y avait des revendications déjà très fortes de la jeunesse et ce conflit de génération en 68. Mais là, moi, ce qui me frappe, et je ne sais pas si c'était la même chose à l'époque, c'est la virulence en face. Et on peut avoir vraiment, et je les cite dans le livre, de très nombreux articles de presse, de très nombreux commentaires de journalistes, d'éditorialistes, voire des ouvrages entiers qui visent à décrédibiliser la jeunesse avec des titres de presse comme « Les jeunes sont-ils plus cons qu'avant ?» Les jeunes sont narcissiques, comme ça, en affirmative, avec des dizaines et des dizaines d'articles de presse qui stigmatisent une génération. Et moi, je me suis dit, si moi, aujourd'hui, à 27 ans, j'écrivais un livre ou un article pour stigmatiser les plus âgés de cette façon, ce serait choquant. Ça provoquerait un tollé et ce serait normal. Et je trouve qu'il y a une tolérance vis-à-vis de ce discours anti-jeune aujourd'hui dans l'espace médiatique, parce qu'on peut vraiment bâcher, décrédibiliser, presque insulter. Moi, je trouve ça insultant et blessant, sans que ça paraisse particulièrement audacieux, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ce contre quoi je voudrais lutter, c'est la stigmatisation, au même titre que la stigmatisation des plus âgés, que je ne veux pas du tout encourager. C'est vraiment... Justement, André Consponville... Si un jour vous écrivez ce livre que vous ne voulez pas écrire, sur la stigmatisation des plus âgés, je vous suggère un titre: Les 68 arts sont devenus des vieux cons. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux, je me flatte de ne pas faire partie, mais joue le rôle du vieux con avec un talent tel qu'on se demande parfois si c'est vraiment un rôle de composition. Alors, je vais vous laisser réfléchir à cette proposition d'André Consponville, mais André Consponville disait qu'il y avait le retour du conflit entre générations. Est-ce que c'est lié au dérèglement climatique? Est-ce que dans l'enquête que vous avez faite, vous sentez que c'est prégnant chez les jeunes, ce reproche qui peut être adressé aux 68 arts, justement? Après, c'est pas que les 68 arts, c'est vraiment les plus âgés de manière générale. Je pense que c'est pas du tout prédominant chez toute la jeunesse et effectivement, cette question générationnelle se pose de manière plus vigoureuse chez les jeunes qui ont un degré de compréhension de la crise climatique plus élevé, par le biais des médias, des associations, du militantisme de manière générale. Eux, ils ont ce profond sentiment d'injustice vis-à-vis de leurs aînés, en se disant mais ils nous ont vraiment légué une planète dévastée et en plus, alors qu'ils savent aujourd'hui, et c'est peut-être le premier facteur de la colère, c'est pas tant ce qui s'est passé par le passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne font rien pour changer ça aujourd'hui alors qu'on sait, alors on est aujourd'hui ultra informé que les scientifiques ne cessent de tirer les sonnettes d'alarme encore et encore, que les rapports du GIEC se succèdent, que tout est de plus en plus grave. Et pourtant, il y a une forme d'immobilisme politique. Et là, moi, les discours les plus virulents que j'ai pu trouver, c'était à l'occasion de la dernière élection présidentielle en France, où les plus de 60 ans ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron, qui a été... qui a mené des politiques qui sont très insuffisantes en matière de climat et ça a été reconnu comme tel par le Haut Conseil pour le climat notamment. L'État a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Et donc quand ces jeunes voient ces plus âgés qui votent pour un parti qui va sacrifier d'une certaine manière leur futur, ça les met dans une certaine colère.
Ça, c'est pour la partie politique. Et après, il y a la partie effectivement familiale, toujours sur les questions écologiques, où quand on essaie de dialoguer avec certains aînés sur des changements de pratiques, changements de mode d'alimentation, de transport, une partie des plus âgés vont le prendre comme un affront, comme on ne peut pas partager les mêmes... c'est Brice Couturier qui disait que ces jeunes ne rêvent que d'interdire, et alors qu'eux rêvaient de plus de voyages, de découvertes du monde, alors que ce que veulent les jeunes, en tout cas les plus sensibilisés aujourd'hui, c'est pas qu'ils veulent pas découvrir le monde, c'est qu'il y a une telle urgence qu'ils sont obligés de s'imposer eux-mêmes certaines contraintes, ou en tout cas certains changements de mode de vie, et le dialogue est compliqué là-dessus. Et on le voit juste avec la pratique du végétarisme aujourd'hui, où il y a une vraie, par exemple, il y a une vraie inégalité générationnelle là-dessus, où on voit que c'est 12% des plus jeunes qui peuvent être végétariens contre 6% des plus de 50 ans. Donc là, il y a pas la même approche. Et donc, effectivement, il y a une partie des jeunes qui ont l'impression que les plus âgés se moquent de leur futur. Justement, en 68, il y avait un autre slogan, il est interdit d'interdire. Est-ce que c'est pas ça qu'ils reprennent en plein visage, les gens de cette génération, en disant vous n'allez pas m'interdire de prendre l'avion pour partir en vacances, m'interdire de manger de la viande, etc. Et qu'il y a un effet boomerang, en fait. Oui, il y avait une dimension un peu libertaire et hédoniste en 68, qui fait partie à la fois des bons côtés de ce moment et de ses mauvais côtés, de sa part de niaiserie, qui était assez considérable. Les deux sont vrais. Alors, sur la question du réchauffement climatique, alors d'abord, je pense que c'est évidemment le principal problème aujourd'hui, dont évidemment on ne parle pas assez et contre lequel on ne prend pas assez de mesures. Là-dessus, je suis d'accord. Et en même temps, je ne m'en sens pas responsable. Ma génération, à mon avis, n'en est pas particulièrement responsable parce que les deux principales causes des problèmes écologiques en général et du dérèglement climatique en particulier, c'est 1, la surpopulation, 2, l'élévation du niveau de vie. La surpopulation, alors on va dire il fallait faire moins d'enfants, mais on n'en a jamais fait aussi peu. Nous appartenons à la génération qui, pour la première fois, descend en dessous du seuil de reproduction de l'humanité. Ça n'était jamais arrivé depuis 300 000 ans. Une bonne nouvelle, la surpopulation, c'est pas un truc indéfini. Les démographes ont calculé qu'avec le taux actuel de natalité, le dernier japonais mourra dans 700 ans. Si on continue comme ça, donc dans 700 ans, il n'y a plus personne au Japon. Mais ça veut dire que le dernier espagnol mourra dans 800 ans, le dernier italien dans 900 ans, le dernier français dans 1100 ans. Vous voyez. Et donc, nous sommes entrés dans un processus où on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Alors, comment se fait-il qu'il y ait surpopulation ? C'est très simple. Nos bébés ne meurent plus en bas âge. Mais vous n'allez quand même pas nous le reprocher. C'est formidable. Nous avons vécu une époque, pas nous spécialement, mais depuis un siècle, la médecine a fait des progrès considérables. C'est la première fois que les bébés ne meurent plus en bas âge et donc surpopulation. Mais autrement dit, je dis toujours, nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Nous sommes punis parce que la surpopulation est un problème considérable, mais par où nous n'avons pas péché parce que faire que les bébés ne meurent plus en bas âge, c'est pas une faute, c'est au contraire un grand succès. Deuxième raison, l'élévation du niveau de vie. Moi, ma grand-mère, qui était ouvrière d'usine, qui est morte à 99 ans, n'a jamais eu de salle de bain. J'ai 3 fils qui ont à peu près votre âge, ils ont chacun une salle de bain. C'est un formidable progrès technique. Ah oui, mais du coup, ils prennent une douche tous les jours. Enfin, j'imagine, tous les 2 jours, je ne sais pas vous leur poser la question, mais ma grand-mère était bien plus économe d'eau. Est-ce que je vais me sentir coupable de dire « Oh là là, mes 3 enfants ont une salle de bain, je me suis battu pour qu'ils aient un meilleur niveau de vie ». Non, ça fait partie de la vie, sauf que les enfants ne meurent plus en bas âge, c'est une bonne chose. L'élévation du niveau de vie, c'est une bonne chose quand on voit ce qui reste de misère encore aujourd'hui, sauf que ces 2 bonnes choses font qu'on va droit vers une catastrophe écologique annoncée. Et donc, il faut bien sûr changer quelque chose, vous voyez, mais moi, je refuse la culpabilisation, que ce soit de ma génération ou des générations précédentes ou de celles qui ont suivi. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et puis après, il y a la question politique. Croyez bien que Macron serait très heureux de résoudre le problème du dérèglement climatique. Encore faut-il que les Français acceptent de le suivre. Souvenez-vous de la question des gilets jaunes. Moi, je mets au défi quiconque de réduire l'effet carbone sans augmenter le prix de l'essence. On n'y arrivera jamais. Donc, ils ont voulu. C'était considéré comme injuste. C'est ça aussi. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça s'est mal passé. C'est pas la même chose. C'est pas parce que c'était écolo. Je suis d'accord. C'était injuste. Il faudra quand même
augmenter le prix de l'essence, si possible de façon juste. Je suis d'accord avec vous, la réforme était mal ficelée, c'est pour ça que ça s'est si mal passé. Mais enfin, quel candidat se fera élire en annonçant une réduction drastique du niveau de vie? C'est ça la bonne question. C'est la bonne question, effectivement. Et donc le pauvre Macron, mais comme le pauvre Hamon, le pauvre Mélenchon, etc., ils sont tous confrontés à une difficulté, c'est que dans une démocratie, il faut arriver à convaincre une majorité de ses concitoyens, et qu'il est très difficile de convaincre une majorité de ses concitoyens en promettant une réduction du niveau de vie. Alors on fait semblant de se dire qu'on va faire uniquement payer les riches et que les plus pauvres seront encore moins pauvres avec la transition énergétique. J'avoue que je suis un petit peu sceptique. Et donc voilà, j'ai pas envie d'accabler les politiques. Parce que je pense que, en gros, dans une démocratie, on a les politiques que l'on mérite. S'ils ne vous plaisent pas, il faut en changer. On a tout à fait le droit de le faire. Mais je me méfie comme de la peste du populisme, de l'anti-parlementarisme, du discours anti-élite. Et donc, moi, le message que je donne aux jeunes, c'est d'abord inscrivez-vous sur les listes électorales. Alors ça, c'est un autre point dans votre livre. Les jeunes se désintéressent globalement de la politique traditionnelle. Oui. Même s'ils sont militants et engagés, la politique traditionnelle, aujourd'hui, ça ne les intéresse plus, en fait. Ça ne leur parle plus. Oui, j'aimerais juste avant revenir sur la question de la surpopulation, parce qu'elle est extrêmement discutée par les scientifiques. Et aujourd'hui, c'est pas considéré comme le problème principal. C'est surtout une question de gestion des ressources et d'élévation. Ce qu'on a qualifié d'élévation du niveau de vie, qui pour moi est déjà un problème qu'on le qualifie comme tel, c'est-à-dire que de pouvoir voyager autant qu'on le veut, de pouvoir consommer autant de viande qu'on veut, d'être aussi dans cette surconsommation, c'est considéré comme une amélioration du confort, mais à partir du moment où nos besoins premiers trouvent une satisfaction, c'est plus que des questions de confort. Et donc aujourd'hui, la question de la répartition des ressources et de la justice sociale, elle est au cœur de la synthèse du dernier rapport du GIEC qui est paru la semaine dernière, ou il y a 10 jours, qui dit qu'on ne peut pas avoir de lutte contre le réchauffement climatique sans justice sociale. Et donc, si, moi je pense qu'il faut quand même à un moment désigner les politiques là-dessus, qui ne prennent pas les décisions adaptées, qui ne mettent pas les budgets nécessaires. Je pense à la question d'isolement par exemple des logements, où on sait qu'on est extrêmement loin de ce qu'il faudrait faire en termes de rénovation du logement. Et là c'est aussi des questions de budget avant tout, qui ne sont pas allouées. Et donc je pense que, enfin c'est pas que je pense en fait, c'est que c'est écrit dans le rapport du GIEC, c'est le condensé du savoir scientifique mondial sur la question. Donc c'est à ça que je me réfère, qui dit qu'il faut sortir du modèle productiviste. Et donc on a un problème de système économique aujourd'hui qui est maintenu par des hommes et des femmes politiques. Et c'est pour ça que sur la question du vote, je suis un peu plus nuancée, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, les 18-29 ans électoralement pèsent 9 millions de personnes contre le double pour les plus de 60 ans. Donc même si tous les jeunes se mettaient à voter aujourd'hui, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés, qui est donc majoritairement pour des partis plutôt conservateurs, plutôt néolibéraux. Et effectivement, en plus, les jeunes se désengagent sur la question du vote, voient de moins en moins en quoi ça pourrait servir, parce qu'il y a aussi urgence, qu'on a besoin de quelque chose d'immédiat, et qu'ils ont la sensation pour beaucoup que ça ne va pas assez vite. Ils ne voient pas l'utilité de leur vote. Et après, il y a tout un processus de manière générale. Il n'y a pas que les jeunes qui votent moins. L'ensemble de la société vote moins. Chaque année, on a des taux d'abstention qui sont plus élevés. Et donc, effectivement, il y a des jeunes qui trouvent d'autres modes d'implication, et qui, surtout sur la question écologique, qui est en train de devenir de plus en plus radicale, où on se dit que la situation est tellement grave. Il y avait cette formule qui était malheureuse, qui n'était pas écrite dans le GIEC, mais on disait il nous reste plus que 3 ans. Et, alors en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a toujours le temps. Mais je veux dire, ça met en valeur l'urgence absolue de la situation. Et enfin, pour appuyer cette idée d'urgence, je voudrais rappeler qu'il y a des scientifiques qui de plus en plus se politisent. Je pense à Peter Kalmu, qui est le médaillé de la NASA, donc voilà, quand même, qui est à la base pas du tout politisé, qui s'est enchaîné récemment aux portes d'une banque pour crier son désespoir. On a des scientifiques comme Julia Steinberger, co-autrice du GIEC, qui s'est allongée sur une route, enfin qui savent plus quoi faire pour faire entendre ce désespoir, cette gravité de la situation, auquel les jeunes sont plus réceptifs que les plus âgés, et qui exigent une transformation profonde. Et je sais que c'est facile à dire, parce que je suis là en train de vous dire il faut tout transformer, il faut changer de modèle économique, mais là on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que moi j'appelle à ce dialogue intergénérationnel, c'est qu'on ne pourra pas, nous, les jeunes, entre guillemets, tout transformer tout seul. Et c'est impossible. On n'est pas au pouvoir, et même numériquement, on est en infériorité. Donc on a besoin que tous ceux qui sont plus âgés prennent conscience de cette urgence et de la nécessité de peut-être
selon vous, peut-être ce serait baisser son niveau de vie, mais en tout cas, c'est changer considérablement de mode de vie et de structure économique, même si encore une fois, il y a toujours la question du problème mondial et global que c'est, où on ne pourra pas tout changer en France, mais en tout cas, on pourra prémunir les Français sur la question de l'adaptation pure, sur au moins anticiper les conséquences du réchauffement climatique sur notre territoire et essayer de le limiter au maximum. Vous parliez de surpopulation, de réconciliation de ville, mais aujourd'hui, chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Donc, comment vous regardez ça, ces jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, vous, père de famille aujourd'hui D'abord, je trouve ça dommage de ne pas vouloir faire d'enfants parce qu'on n'est pas sûr du monde dans lequel ils vont vivre. D'abord, on n'est jamais sûr du monde dans lequel ils vont vivre. Moi, je suis né en 1952. Mes parents craignaient une guerre atomique mondiale. On était enfin en pleine guerre froide. Ils n'auraient pas fait d'enfants, je ne serais pas là. Ça serait dommage, en tout cas pour moi, si vous voulez. Si vous ne faites pas d'enfants, ben c'est dommage pour vos enfants. Voilà. Et puis, ça ne va pas améliorer le pouvoir des vieux. Parce que si moins il y a de jeunes, plus les vieux sont nombreux en proportion. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que le vieillissement de la population fait que ce sont les vieux, en tout cas les plus de 40 ans, mais y compris les plus de 60 ans, les plus de 70 ans, ce qui est mon cas, qui sont majoritaires. Et d'autant plus que les jeunes, un, sont de moins en moins nombreux, ils ne font plus d'enfants, et deux, votent de moins en moins. J'ai envie de dire, au fond, tant pis pour eux, à la limite. Bref, c'est facile. On ne pourrait pas attendre 20 ans de refaire des enfants qui eux-mêmes vont voter, de toute façon. C'est confortable, si vous voulez, de dire ce qu'il faut faire, de s'appuyer sur le GIEC et d'attendre que Macron ou d'autres le fassent. Moi, en politique, la seule question, pas la seule question, mais l'une des questions importantes, c'est de prendre le pouvoir. Tant qu'on n'a pas pris le pouvoir, on est dans un rôle confortable, mais pas très efficace. Si vous voulez. Donc il faut se donner les moyens d'obtenir une majorité sur votre programme. Et le GIEC n'y parviendra pas. Parce qu'un scientifique peut bien être militant pour telle ou telle cause, mais c'est pas la science qui milite. La science ne dit jamais ce qu'il faut faire. Une science, elle dit ce qui est, ce qui peut être, elle ne dit jamais ce qui doit être. Autant demander à un biologiste si la vie vaut la peine d'être vécue. La biologie ne répond pas à cette question. Et donc, fait des propositions. Le 3e volet du 6e rapport, pour la première fois justement, fait des propositions tant l'urgence. C'est le peuple qui décide entre les différentes propositions. Et donc, on ne peut pas échapper à faire de la politique. Et donc, ce que je disais, c'est 1, inscrivez-vous sur les listes électorales. 2, éventuellement, mais bon, c'est votre histoire, c'est pas la même, mais éventuellement, faites des enfants. Et puis, convainquez les gens. Mais n'attendez pas que les vieux, tout d'un coup, se mettent à être sur votre position. Et donc, c'est pas seulement un débat intergénérationnel, c'est un débat démocratique. Voilà. Ça s'appelle faire de la politique. J'entends bien, mais comment les jeunes peuvent convaincre les plus vieux de voter pour eux ? En vrai, c'est pas voter pour nous, c'est vraiment prendre en considération l'avenir qu'on est en train de nous réserver. C'est assez facile, sincèrement. Moi, à 71 ans, la seule chose qui m'importe, c'est l'avenir de mes enfants. Oui. C'est ce que j'ai dit pendant la pandémie. Vous pouvez trouver le discours protéger la santé des vieux en sacrifiant les jeunes. C'est un scandale, je l'ai dit assez clairement. Bon. Mais on est des millions comme ça. Toute personne qui est père ou mère, grand-père ou grand-mère, l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants lui importe beaucoup plus que le sien propre. Encore une fois, à 60 ans, que voulez-vous qu'il m'arrive de grave et de merveilleux ? Rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, sauf un problème de santé, je vais mourir comme tout le monde, et je m'en fous un peu. Et donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faut protéger les plus jeunes. Je ne suis pas convaincu qu'un discours écologique tel que je l'entends en France soit forcément la meilleure solution pour mes enfants. Alors après, on peut en discuter, mais là, on est dans un débat démocratique. Et là, la jeunesse n'est pas un argument, le GIEC n'est pas un argument suffisant, tant que le GIEC n'a pas gagné les élections. Oui, mais c'est quand même aujourd'hui le savoir scientifique sur lequel on s'appuie. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est précisément pour que les plus âgés aient envie de nous aider là-dedans et prennent conscience de ce que ça implique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une planète à plus de 2,8 degrés. Mais personne ne conteste, en tout cas pas moi, les données scientifiques du GIEC. Mais la question, encore une fois, c'est pas où va le réchauffement climatique, ça je suis d'accord avec ceux qui le disent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être accepté par le peuple souverain. Autrement dit, la science ne tient pas lieu de démocratie. C'est pas le GIEC qui est souverain, c'est le peuple français. C'est aussi bête que ça. Et donc, convainquez les Français. Et là, on n'est pas dans un débat intergénérationnel. Il y a des jeunes de droite, des jeunes de gauche, des vieux de droite, des vieux de gauche. On est dans un débat démocratique. Voilà. Un dernier point, il y a des jeunes de gauche et de droite, pareil pour les vieux, mais comme disait le philosophe Alain, c'est quelque chose que je me dis souvent ces temps-ci, Alain, homme de gauche, écrivait quelque part tristement « La pente est à droite ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il constate qu'en vieillissant, la plupart des gens sont plus à droite qu'ils ne l'étaient jeunes. Moi, ça me frappe beaucoup, c'est mon cas à moi, évidemment. Alors, il y a une exception glorieuse,
c'est Victor Hugo. Et ça me rend Victor Hugo encore plus cher. Hein. Mais c'est vraiment l'exception. Pour tout le reste, et je vois ça autour de moi, tous mes copains sur son Twitter qui étaient Mao, trotskistes, communistes. Ce qui était votre cas d'ailleurs. Oui, moi j'étais communiste, en l'occurrence, sont devenus des sociodémocrates bon teint, dans le meilleur des cas, voire des sociaux-libéraux, voire des gens de centre-gauche. Et j'en ai même plusieurs de mes amis qui ont voté carrément à droite. Quand j'ai à droite, c'est pas Macron, hein, c'est les Républicains, pas le Front National, mais qui ont voté les Républicains. Alors ça, c'est intéressant, parce que, objectivement, c'est vrai, hein, c'est une tendance, et donc je pense que vous serez moins à gauche dans 40 ans qu'aujourd'hui. Moi, je me considère pas comme à gauche. Hein. Non, mais enfin, vous serez... Mais je pense quand même que vous serez moins à gauche, quelle que soit votre autoconsidération, dans 40 ans qu'aujourd'hui. Le vrai problème, c'est pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que la pente est à droite? Pourquoi est-ce que quand on vieillit, on est moins à gauche ou plus à droite selon les cas? Il y a deux hypothèses, et je pense bien sûr qu'elles sont vraies toutes les deux. La première hypothèse, c'est celle que faisait Léon Blum dans un joli texte. C'est une lettre à la jeunesse, écrite en 1920, je crois, dont j'ai fait une préface pour une réédition. Léon Blum, constatant ce fait, dit c'est parce que les jeunes sont plus généreux. Et je crois qu'il a raison. L'autre hypothèse, c'est que les vieux sont plus lucides. Et je crois que c'est vrai aussi. Et donc les deux s'additionnant, ça explique que les jeunes, étant à la fois plus généreux et moins lucides, fassent plus volontiers confiance à des idéologies, le plus souvent de gauche, et en tout cas... La science n'est pas une idéologie, j'aimerais quand même revenir là-dessus. La science n'est pas une idéologie. Encore une fois, la science, la proposition « il ne faut pas manger de viande » ne peut pas être scientifique. Aucune phrase commençant par « il faut » ou « il ne faut pas » ne peut pas être scientifique. Ça, c'est exclu. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc, mais la phrase « manger moins de viande permettra de réduire les émissions de CO2 qui vous font vivre sur une planète inhabitable » est scientifique. Oui, mais c'est pas comme ça que vous allez convaincre les gens qui mangent de viande. Alors comment on pourrait convaincre les gens? En faisant de la politique, précisément. Mais concrètement, parce que là, on voit bien qu'on a un discours difficile. Vous dites on ne peut pas dire il ne faut pas, et de l'autre côté, on nous dit il faut manger moins de viande. Comment on tisse ce lien en fait? Il faut faire de la politique, il faut convaincre les gens. Il faut sans doute augmenter le prix de la viande en veillant, pas de façon trop induite, on ne dit pas en privant les pauvres de viande pendant que les plus riches s'empiffrent, évidemment. Donc c'est des choses à inventer. Et c'est très difficile à faire. Le discours, comment on dit... Yaka Faucon, voilà, le discours Yaka Faucon, c'est un discours facile à tenir, mais très difficile en pratique à réaliser. Mais encore une fois, tout ça, ça s'appelle faire de la politique. Et on ne peut pas s'installer dans une position moitié morale, moitié scientifique, pour faire la leçon au monde entier en attendant que ça s'arrange. Alors, je vous donne la parole, mais ça, c'est un discours que j'entends quand même souvent. On ne peut pas dire aux gens, il ne faut pas manger moins de viande, c'est inentendable. Non, ça, on l'entend chez Kaizen. Donc, comment on mobilise les gens pour manger moins de viande de manière intelligente, en fait? Moi, j'en mange beaucoup moins, personnellement. Hein. Moi, notamment dans ce livre et de manière générale, je n'ai pas un discours, justement, politique où je dis c'est ça la solution, voici la feuille de route. J'essaie juste d'expliquer surtout ce qui va se passer si on ne transforme pas profondément nos manières de vivre. Après, comment est-ce qu'on y arrive? Par quel biais? Est-ce que ça passe par le biais politique, par des interdictions? Est-ce que c'est des quotas? Est-ce que ça vient de la société civile qui d'elle-même se met à faire ça? Ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse magique, sinon on n'en serait pas là. C'est dommage, c'est ça les vraies questions. Oui, mais ce que j'essaie de souligner, c'est ce qui va se passer si on ne le fait pas. Et c'est ça qui provoque un profond pessimisme et un profond désespoir chez une partie de la jeunesse, c'est qu'on continue à considérer que c'est une option de ne pas le faire. Ce n'est pas une option. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, et j'y consacre quelques pages à rappeler ce que les scientifiques nous disent, où effectivement, le GIEC ne fait pas de recommandations, ils ne disent pas il faut faire ça, ils proposent et ils expliquent quelles alternatives pourraient exister et quels différents scénarios pourraient exister. Ils ne disent pas ça c'est la bonne solution. En revanche, ils disent très bien, avec 6 scénarios différents, ce qui va se passer si on continue sur cette trajectoire aujourd'hui, avec nos sociétés, avec l'industrie qu'on a, avec le modèle économique qu'on a. Et ça ressemble à un monde dans lequel de plus en plus de jeunes ne veulent pas mettre d'enfants parce que c'est terrifiant. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience concrètement ce que ça veut dire en termes de sécheresse, de phénomènes climatiques, de manque de ressources, de manque d'accès à l'eau, de manque d'accès à la nourriture, vraiment de catastrophes climatiques sur notre territoire, y compris en France, et les bouleversements politiques qui sont aussi évoqués par le rapport du GIEC. C'est-à-dire que quand on va avoir autant de tensions partout dans le monde, qu'est-ce qui va se passer en termes de bouleversement des démocraties? Et tout ça
est terrifiant, mais à un point où vraiment, je vous mets au défi de lire ces rapports du GIEC ou des résumés du rapport du GIEC et de ne pas faire une crise d'angoisse. Parce que vraiment, on s'imagine difficilement vivre sur une planète où il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde, où il n'y a plus assez de nourriture, où il n'y a plus assez d'énergie aussi. On le voit déjà, hein. En plus, on en voit déjà les conséquences. Et en face, on nous dit, oui, mais c'est un débat démocratique, il faut voir si on veut changer ou pas. Mais nous, si on ne change pas, notre avenir est vraiment condamné. Oui, mais André Comte-Sponville nous disait qu'on était trop sur le champ moral et pas assez sur le champ politique. Mais parce que c'est pas la question morale, c'est celle effectivement de la question de justice sociale, ou est-ce qu'on laisse plein de gens mourir, ou est-ce qu'on se dit que peut-être on va essayer de sauver une partie de la population. Est-ce qu'on garde les ressources que pour quelques-uns, ou est-ce qu'on va c'est ça la considération morale. Mais la considération scientifique, c'est que on va avoir un manque de ces ressources. Très concrètement, c'est sûr à 1000%. Il y a zéro doute. Tous les scientifiques du monde, aujourd'hui, sont d'accord là-dessus. Donc ça, ça appelle à un changement, ça appelle à un déclic et ça appelle pour moi à un sursaut qui, je l'espère, sera démocratique et qui viendra aussi des autres générations. Et c'est là où je pense qu'on a besoin des plus âgés, c'est qu'on n'est pas, nous, les jeunes, avec notre connaissance aussi du système, à dire, bon, bah voilà, la feuille de route, telle est la solution. En plus, vous l'avez bien dit, tous les jeunes ne sont pas écolos. On constate quand même une prédominance des idées écologiques chez les jeunes, beaucoup plus que chez les plus âgés, mais tous les jeunes ne sont pas écolos. Donc aujourd'hui, on a besoin, pour moi, de toutes les intelligences, de toutes les expériences, pour se dire, bon, voilà, on est face à un mur, vraiment qui n'est pas négociable. On peut pas. Il y avait un scientifique co-auteur du GIEC, Christophe Cassou, climatologue que j'interviewe dans le livre, qui me dit mais en fait la science c'est pas des tableaux Excel qu'on peut changer et se dire on va essayer de faire rentrer un peu de politique ou des considérations. C'est comme ça, c'est des faits en fait. On peut pas les élargir, on peut pas les agrandir, on peut pas les ajuster en fonction de nous, ce qui nous arrange dans notre vision de la civilisation. Il va falloir s'adapter à la réalité concrète. Et aujourd'hui, le mouvement n'est pas politiquement de s'adapter à cette réalité. Et on y envisage beaucoup plus facilement une espèce de fin du monde, en tout cas la fin du monde tel qu'on le connaît, que la fin du système capitaliste. Et ça, je trouve que c'est extrêmement effrayant et ça doit changer vite pour que nous, on puisse avoir un futur un peu désirable. Il y a une forme d'éco-anxiété dans ce que témoigne la Salomé Saké. Comment vous l'entendez, cette éco-anxiété chez les jeunes ? Je pense, je l'ai dit, qu'on va vers une catastrophe écologique. Mais elle vous tend la main, disent on a besoin des plus aînés. C'est des platitudes. On peut répéter indéfiniment le discours du GIEC, ce que vous faites, rajouter quelques bons sentiments angoissés. On n'a pas fait avancer le schmilblick. La vraie question, c'est comment on fait. Et ça, c'est une question politique. Comment on fait ? On invente un parti politique, on soutient tel ou tel parti, on se bat pour tel ou tel choix idéologique, mais on ne peut pas se contenter d'un discours prophétique appuyé sur le GIEC et d'une indignation morale. Ça ne fera pas avancer le schmilblick, si vous voulez. Et donc, il faut oser faire de la politique. J'ajoute un mot, le capitalisme, c'est le réel. Néolibéral, si vous voulez. On peut remplacer capitalisme par néolibéral. C'est quoi le capitalisme ? C'est la propriété privée des moyens de production et d'échange, la liberté du marché et le salariat. Vous abolissez c'est aussi la croissance économique. Non, pas du tout. C'est l'idée un capitalisme qui décroît reste un pays capitaliste. Bon. Alors, vous supprimez quoi ? La propriété privée des moyens de production et d'échange. C'est pour ça que je dis néolibéral. Je remplace capitalisme par néolibéral. Mais le néolibéral, c'est pas pire que le capitalisme, si vous voulez. Si, parce qu'il y a cette idée quand même de croissance économique. Mais ça, c'est le capitalisme, précisément. Ah bah. Et en plus, la croissance, c'est pas le capitaliste qui a décidé de faire de la croissance, c'est que ça correspond au désir des gens. C'est pas mes 3 enfants qui ont chacun une salle de bain que ma grand-mère n'avait pas. Ça s'appelle la croissance économique. C'est aussi bête que ça. La prolongation de l'espérance de vie, on a gagné 20 ans depuis 1947 parce que ils sont pas non plus complètement à plat. Non, on a perdu 6 mois pendant la pandémie qu'on a déjà rattrapé. Ils ont aussi de la chance, les jeunes d'aujourd'hui, de vivre dans un pays en paix. La génération, pas la mienne, mais celle d'avant, il y a eu la guerre d'Algérie. Celle d'avant, il y a la guerre de 39-45. 2 générations avant, il y a la guerre de 14-18. Entre les deux, il y a eu la crise de 29. C'était pas facile non plus d'avoir 20 ans, comme mon père avait 20 ans en 1930, si vous voulez, pendant en pleine crise économique. Donc, faut pas non plus enjoliver les tableaux passés, ni noircir absolument le tableau actuel. Le vrai danger, c'est le problème écologique. Là-dessus, on est d'accord. Et moi, c'est pas mon domaine d'expertise, donc c'est pas moi qui vais inventer un programme politique, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est une façon d'accuser soit le capitalisme, soit Macron, soit qui vous voulez, sans proposer soi-même de programme politique et sans appeler à faire de la politique. Donc je redis, la principale leçon que moi je tire de la situation actuelle à l'adresse des jeunes, c'est inscrivez-vous
présentez-vous sur les listes électorales. Faites de la politique. Ne vous contentez pas d'une position d'indignation morale et de discours prophétiques plus ou moins catastrophistes. Mais il y a une proposition qui est faite, c'est le terme décroissance qui est peut-être malvenu, mais aujourd'hui on nous propose une société de décroissance pour répondre à la croissance que met en avant Salomé Saké, puisqu'aujourd'hui on sait bien que c'est la croissance qui nous emmène dans le mur. Est-ce que c'est pas tellement le mot décroissance qui ne résonne pas chez les plus âgés? Oui, mais la croissance, elle a aussi fait que la pauvreté a reculé dans le monde depuis 40 ans, davantage que ça n'était jamais arrivé depuis 300 000 ans. Et là, depuis 20 ans, les inégalités ne cessent d'augmenter, y compris dans le monde. C'est pas vrai à l'échelle du monde. Il y a beaucoup moins d'écart entre un Chinois aujourd'hui et un Français aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Autrement dit, le discours traditionnel avec le capitaliste, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. C'est ce qui se passe depuis 20 ans. C'est ce que montre le dernier rapport d'Oxfam, par exemple. À l'échelle du monde, c'est faux. La Chine, le niveau de vie en Chine s'élève considérablement, beaucoup plus vite qu'en France ou qu'aux États-Unis. En Inde, pareil. En Afrique du Sud, pareil. Et donc, au contraire, on a assisté, grâce à la mondialisation, que tout le monde déteste, à un formidable développement des pays les plus pauvres. Moi, quand j'étais gamin, on faisait la quête dans la rue pour acheter à manger aux petits Chinois, aux petits Indiens qui mouraient de faim au sens propre du mot. Maintenant, on s'inquiète pour la concurrence qu'ils nous font, mais pour l'humaniste que je suis, c'est un formidable progrès. Donc, la croissance a aussi permis de faire reculer la pauvreté. Elle nous mène à une catastrophe écologique, donc il faudra en sortir. Dont les plus pauvres seront les premiers, que les plus pauvres seront les premiers à subir. Mais bien sûr. Et on le voit déjà aujourd'hui avec le Pakistan, et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rompre avec ça? Sur la décroissance, en gros, il y a deux possibilités. Soit la décroissance au sens strict, donc on produit de moins en moins, soit ce qu'on appelle le développement durable. La meilleure solution, ça serait évidemment la décroissance. C'est même la seule qui serait vraiment une solution. Si on entend par solution, c'est le sens du mot, ce qui ferait en quelque chose tendanciellement disparaître le problème. Sauf que mon inquiétude, c'est que la décroissance serait par définition économiquement destructrice, c'est-à-dire que le niveau de vie ne pourrait que baisser. Là, on essaiera de protéger les plus pauvres, mais il ne pourrait que baisser. Elle serait donc socialement délétère. Là encore, vous voyez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Même si ça avait été mal fait, je vous l'accorde, mais on peut imaginer. C'est la question du niveau de vie de qui ? On peut imaginer ce qui se passerait. Donc, la décroissance serait économiquement destructrice, socialement délétère, et donc politiquement suicidaire. Parce qu'aucun parti ne gagnera les élections, à mon sens, sur un programme de décroissance, tant que la population mondiale croît. Quand la population mondiale se sera stabilisée puis commencera à décroître, là, on pourra parler de décroissance. Tant que la démographie est en croissance, à mon avis, la décroissance n'aura pas lieu. Je le regrette. Encore une fois, ça serait la meilleure solution, mais mon analyse intellectuelle m'amène à penser que ça n'aura pas lieu. Et donc, il ne reste qu'une seule solution, qu'on appelle le développement durable. Ça veut dire quoi, le développement durable? Ça veut dire qu'on continue la croissance, mais en changeant de façon profonde et pas dans les phrases, le mode de développement, en ayant des économies davantage circulaires, comme on dit, pratiquant le recyclage. Donc, c'est pas mon domaine d'expertise, mais plusieurs experts pensent qu'il y a moyen de continuer à croître en diminuant l'effet carbone, par exemple, en diminuant la pollution. Je pense que dès lors que la décroissance me paraît, encore une fois, pour l'instant, ça sera différent dans 50 ans quand la population mondiale se sera stabilisée, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut se battre pour le développement durable et que d'ailleurs une bonne partie des partis politiques, notamment à gauche, en sont d'accord et que mon point de vue, c'est de soutenir ce combat-là. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'on peut décorréler la croissance, quand bien même on est dans du développement durable, avec les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'était prouvé scientifiquement. Il n'y a aucune décorrélation possible des deux courbes. Il y a une atténuation, mais pas une décorrélation. Enfin, Salomé, je vous vois tiquer. Est-ce qu'on n'est pas dans le symbole, justement, d'une difficulté d'échanger entre deux générations avec... J'entends André Consponville, il a raison, il n'est pas coupable. Mais ce que ça, je ne le dis pas non plus. Non, mais je sais bien. Mais aujourd'hui, ce que vous reprochez peut-être aux générations, c'est le manque de responsabilité en 2023 face aux décisions qu'il faudrait prendre. C'est peut-être ça que j'entends plus aujourd'hui. Oui, parce que je pense que là, par exemple, ce que vous avez soulevé sur la possibilité de garder une croissance, ça continue à être compatible avec une vision du monde où il y aurait des ressources infinies. On ne peut pas continuer à extraire autant, même à consommer autant, quand bien même ça émettrait pas de CO2. Et d'ailleurs, ça en émet. Toutes les activités humaines aujourd'hui, quasiment de production, émettent du CO2. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la question de la pollution. C'est aussi la question de la perte de la biodiversité. C'est l'écologie. On parle beaucoup de climat, mais c'est aussi l'ensemble de la planète, de ces écosystèmes qui sont en train d'être dévastés. Et donc, ça implique
en fait, de changer de paradigme complètement et de changer de mode de pensée. Et c'est vrai que moi, ma seule référence, c'est les scientifiques. Et effectivement, c'est pas les politiques, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, ils ont ce qui s'approche au plus près de la vérité, entre guillemets, sur les questions de ce qui nous attendent. Et donc, de dire, pour moi, développement durable, c'est une manière de dire, bon, on peut garder un petit peu vous parlez de vieux monde, pour moi, c'est un vieux monde. Ce monde où on produisait plus, on consommait plus et on avait toujours plus, qui pour moi et pour les scientifiques, et vous l'avez souligné, est totalement incompatible avec notre futur. En fait, c'est ça qui est en jeu. C'est ma capacité, la possibilité que j'aurai moi à vivre sur une planète habitable, parce que c'est de ça dont on parle, c'est de l'inhabitabilité d'une grosse partie de la planète dans les prochaines années. Et pendant qu'on discute, il n'y a rien qui fait. Et vous disiez, faut faire de la politique, mais il y a des jeunes qui le font. Je pense au collectif Dernière Rénovation qui propose une mesure très concrète, rénover les bâtiments. C'est complètement ce qui est alors proposé par les scientifiques pour éviter d'avoir des émissions qui partent des surconsommations d'énergie. Il faut rénover les bâtiments, ils se battent pour ça, ils vont bloquer des routes pour ça, ils supplient le gouvernement de le faire, ils essaient par tous les moyens d'avoir de l'influence là-dessus, ça ne change pas, on continue à ne pas avoir de programme politique, et ces jeunes ont 20 ans. Comment, sachant que c'est, encore une fois, extrêmement urgent, on ne peut pas demander à ces jeunes d'attendre de passer par les grandes écoles, d'arriver à fonder un parti, de peut-être un jour arriver au pouvoir dans 20-30 ans. Ça doit être maintenant, et on n'a pas le temps d'attendre que le système politique se transforme. Donc on a besoin que les gens qui sont au pouvoir maintenant changent maintenant, même si c'est pas dans leur pensée, même si c'est pas dans leur programme, parce qu'on n'a juste pas le choix. Et on le voit d'ailleurs quand il y a la guerre en Ukraine, quand il y a le Covid, le président est capable de prendre des grandes décisions et de dire mais là l'état est tellement grave, la situation est tellement grave qu'on va prendre des décisions qui vont pas du tout dans le sens de notre politique habituelle. Donc on va confiner, on va redistribuer, on va faire du tout quoi qu'il en coûte, et parce que la situation est dramatique. Et ce que je déplore, c'est qu'on ne considère pas le changement climatique comme quelque chose d'assez dramatique pour prendre des mesures aussi profondes, aussi drastiques. Et pour moi, ça, c'est la preuve d'un manque de considération pour les générations futures, parce que c'est encore une fois ça qui est en jeu. Vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, pendant la pandémie, vous êtes l'un des rares intellectuels français à avoir défendu les jeunes pendant le Covid. Pourquoi justement les politiques n'entendent pas ce cri, en fait, j'ai envie de dire, des jeunes face au dérèglement climatique? D'abord parce qu'un cri, c'est pas un programme politique, si vous voulez. C'est aussi bête que ça. Moi, je veux bien qu'on reste dans l'indignation. On ne peut pas protéger que ceux qui ont un programme politique. Non, mais il faut bien comprendre. On doit protéger l'ensemble de la population. Tous les plus de 60 ans, en gros, ils n'en ont rien à foutre de leur vie à eux. Ce qui les préoccupe, c'est l'avenir de leurs enfants. Simplement, je ne suis pas convaincu que votre discours de décroissance soit forcément ce qu'il faut souhaiter pour les jeunes d'aujourd'hui. Vu que les scientifiques disent ça, on pourrait trouver d'autres scientifiques. Le mot sobriété est au cœur du rapport du troisième volet du 6e rapport du GIEC, et c'est la première fois. Il y a sobriété, personne n'est contre la sobriété, si vous voulez. Bah si. Mais non. Mais donc voilà, la vraie question, si vous voulez, comment arriver à convaincre les gens, et quelle que soit leur génération, ça vaut pour les jeunes comme pour les vieux, de mesures qui seront forcément difficiles, coûteuses, mais donc c'est intéressant parce que la transition énergétique va coûter extrêmement cher. Mais donc il faut créer de la richesse pour la financer. Et donc le problème de la décroissance, c'est qu'on a de moins en moins de richesse pour financer, y compris la transition énergétique. Enfin bref, moi je suis pas économiste, c'est pas mon Les conséquences du réchauffement climatique vont coûter économiquement beaucoup plus cher que les mesures si on les prenait maintenant. En gros, si votre point de vue, c'est de répéter le discours du GIEC indéfiniment... C'est mon point de vue. Non, mais j'aime autant lire le GIEC, si vous voulez. Mais oui, mais si vous le lisez, je pense que vous changerez d'avis. On est d'accord, je dis moi-même, nous allons vers une catastrophe écologique annoncée. Je ne conteste pas le fait. Alors, comment vous arrivez à vous parler, en fait, qu'est-ce qui pourrait vous relier tous les deux? En tout cas, tous les deux, pas en tant que personne. Programme politique. Oui, mais un programme politique. Vous le savez bien, André plutôt que des leçons de morale et plutôt que de la vulgarisation scientifique. Programme politique. Vous le savez bien, André Comte-Sponville, aujourd'hui, les partis politiques sont soutenus plutôt par les grandes entreprises. Les petits partis politiques n'ont pas... Vous croyez que Mélenchon est soutenu par les grandes entreprises, que les écolos sont soutenus par les grandes entreprises? Je ne sais pas, Salomé Saké, est-ce que vous avez des informations là-dessus sur le financement de LFI et de... Non, je ne suis pas du tout je pense qu'ils sont soutenus, oui. Non, ce que je sais, c'est que les jeunes, en revanche... Non, mais en plus, je pense que les entreprises, c'est comme tout le monde, étudiées par des gens qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. Si vous croyez que les actionnaires de Total n'ont qu'une envie, c'est de saccager la planète, c'est oublier que les actionnaires de Total, ils ont des enfants et des petits-enfants. Ils ont envie de fermer les yeux, en tout cas, qui leur apportent beaucoup plus que leurs actions. Il ne faut pas non plus
se faire un monde de ses ennemis en oubliant les données fondamentales de l'humanité. C'est-à-dire que, encore une fois, la plupart des gens qui ont mon âge, ou un peu plus, un peu moins, leur priorité, c'est pas leur vie à eux, c'est la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On a quand même l'impression qu'ils l'oublient quand ils sont dans les sphères dirigeantes. En fait, on voit bien Total a pris des décisions en Afrique pour continuer les extractions de pétrole, en fait. Alors, les gens à Total, moi, je suis pas un spécialiste. Non, mais de Total. je pense, ce que vous soulignez, c'est pour moi le cœur du problème. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent, effectivement, ils veulent protéger leurs enfants. Je connais personne qui me dit, moi, je m'en fous de mes enfants, effectivement. Mais qui pensent que de gagner de l'argent et de se constituer un patrimoine et donc de pouvoir léguer un patrimoine à ses enfants, et c'est une manière de les protéger. Et c'est une manière d'assurer leur avenir. Or, et c'est là où, encore une fois, je convoque toujours la science, mais c'est la même histoire, c'est qu'à un moment donné, vu le niveau du cataclysme qui nous attend, ça ne suffira pas. Vous ne pourrez pas assurer l'avenir de vos enfants juste avec du patrimoine aujourd'hui. Et donc la meilleure façon d'assurer l'avenir de ces enfants, c'est de contribuer au changement profond de société dont je parle, et encore une fois, dont je n'ai pas la clé toute seule et qu'on doit constituer ensemble. Mais quand on a des actionnaires de Total Energy qui, d'ailleurs, je tiens à le dire, ont été extrêmement virulents avec les militants écologistes jeunes qui essayaient de bloquer leur assemblée générale, où ils les ont traités, ils les ont insultés, enfin ça a été très très virulent, alors que ces jeunes les suppliaient de justement préserver leur avenir. Je pense qu'il y a soit du cynisme, soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils sont très cyniques, ils sont au courant de la situation et ils se disent bon, advienne que pourra, soit ils ne sont pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire, de ce à quoi ils sont en train de contribuer. Vous avez mentionné ICOP, c'est une des plus grosses bombes climatiques de la planète, ça a été qualifié comme tel par de très nombreuses ONG. Scientifiques sont unanimes pour dire que construire des pipelines dans cette zone préservée, ça va altérer l'accès à l'eau pour les populations. Enfin, je veux dire, on sait, c'est concret, que c'est une aberration ce projet-là. Et pourtant, il y a des personnes d'un certain âge qui continuent, et pas que d'un certain âge d'ailleurs, mais quand même, qui continuent à financer ça comme si de rien n'était, en saccageant notre futur de manière indéniable. Et moi j'ai du mal à concevoir ça, et c'est pour ça encore une fois que j'ai essayé d'écrire ce livre aussi, pour dire mais regardez ce qui va se passer si vous continuez, et ce que vous allez nous faire à nous, vos enfants. Et je pense que pour moi, c'est le fil conducteur du lien intergénérationnel qui doit plus se constituer. C'est que si les plus âgés comprennent leur responsabilité là-dedans, je pense sincèrement qu'ils peuvent cesser. Je pense pas que les plus âgés soient plus égoïstes. Je pense pas que ce soit une situation immuable et qu'on puisse pas changer ça. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'ils prennent conscience de leurs actions aussi individuelles. Et donc du vote, où ils investissent leur argent, de comment ils se mobilisent, de comment ils s'engagent. Vous avez l'air au moins d'être d'accord sur un point commun, les parents, les grands-parents aiment leurs enfants. Est-ce que c'est le point commun qui permettrait de renouer du lien entre les générations ? Oui, mais ne comptons pas sur les rapports humains pour résoudre le problème. Moi, je pense que les vieux sont plutôt moins égoïstes que les jeunes. Il faut bien qu'ils aient une qualité, parce qu'encore une fois, la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants leur importe beaucoup plus que la leur. Mais la vraie question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça. Et donc, il faut faire de la politique. Autrement dit, c'est le peuple qui est souverain. C'est aussi bête que ça. Quel que soit l'âge des citoyens, ils sont tous égaux. C'est nous qui allons décider, tous ensemble, quel que soit notre âge. Ça passe par le vote. Donc, quand les jeunes ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, je m'inquiète un petit peu. Ça passe par un programme politique qui sera plus ou moins rude, mais qui doit quand même obtenir l'accord d'une majorité. Et donc, il faut chercher ça. Voilà, c'est ça que j'appelle faire de la politique. On est d'accord sur le constat. Nous allons vers une catastrophe écologique annoncée. On est en désaccord sur le remède. En gros, vous dites décroissance, moi ne croyant pas qu'elle soit pour l'instant possible. Je le regrette, mais c'est ce que je crois comprendre. Je propose plutôt développement durable. Voilà la base de 2 programmes politiques possibles. Qui va trancher ? Le peuple souverain. Voilà. Et donc, ça revient à dire, faisons de la politique. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas fait. Débattons ensemble, faisons un grand débat démocratique. Et puis, le meilleur gagne, si j'ose dire. Et puis, on recommence tous les 5 ans. C'est-à-dire que c'est pas non plus un choix pour l'éternité. Vous me direz, il y a urgence, je vous l'accorde. Et donc, il y a urgence à faire de la politique. J'ai quand même l'impression, je vous laisse la parole, que le modèle dans lequel on est ne satisfait plus aujourd'hui les jeunes pour justement répondre à la question d'André Comte-Sponville. Alors, juste pour rebondir sur la question de la décroissance, c'est pas un programme, la décroissance. Je dis juste, les scientifiques nous disent que la croissance économique n'est pas compatible avec les limites planétaires.
C'est un fait. Je dis pas qu'après il faut. Décroissance, c'est un terme qui est assez politique. C'est un fait qu'il faut prendre en compte et pour moi, à mes yeux, qu'on ne prend pas assez en compte. Ensuite, sur la question de l'engagement politique des jeunes, ils s'engagent. Ils s'engagent par d'autres modes, notamment parce que l'urgence l'exige et parce qu'il y a des évolutions démocratiques liées aussi au vieillissement, à l'épuisement du système de la Ve République, qui fait qu'effectivement, il y a plein de jeunes qui ne se retrouvent pas dans le vote. Mais encore une fois, quand bien même ils voteraient tous, ils ne pourraient pas contrebalancer ce vote des plus âgés. Et surtout, on ne prend pas non plus en compte l'avenir, et pourtant ils sont concernés, des enfants. C'est-à-dire que là, on parle de décisions absolument cruciales pour les générations à venir. Il y a toute une partie de la population qui a moins de 18 ans, qui ne peut pas voter, qui ne peut pas s'impliquer, et qui pourtant va subir les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Et c'est aussi ce que disait Greta Thunberg à plusieurs reprises, où elle disait « Mais moi, je ne suis qu'une simple écolière, en fait. Je suis en train d'essayer de vous alerter, de vous exprimer mon inquiétude, de me faire le relais de la parole scientifique, parce que visiblement, vous ne la prenez pas en compte. » C'est ce qu'elle disait aux décideurs politiques. Mais je ne vais pas, moi, à 16 ans, alors maintenant à 18, 19 ans, changer le monde comme ça et vous donner un programme politique structuré. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle aussi les plus âgés à nous aider à contribuer et à construire ce programme politique, si ça doit passer par de la politique. Mais on ne peut pas demander aux jeunes, aujourd'hui, de juste allez-y, faites votre partie pour préserver votre avenir. C'est une question pour moi philosophique, plus globale, de est-ce qu'on veut, en tant que société, et donc avec les plus âgés, est-ce qu'on souhaite préserver l'avenir des jeunes générations ou pas? Et aujourd'hui, la réponse est évidemment oui. Et la réponse politique est non, dans ce qui est fait aujourd'hui. Et donc la vraie question, c'est comment se fait-il, alors que tout le monde est pour, qu'on n'arrive pas à le faire? Ça, c'est une question politique qui ne porte pas sur des leçons de morale, qui porte sur le choix des moyens, comme toujours. Et les gens ont toujours tendance à parler de morale, là où il faudrait parler de politique. Je prends l'exemple du chômage. Que dit la morale sur le chômage? Elle est contre. Alors là, on est bien avancé, c'est intéressant, merci la morale. Mais la vraie question, c'est pas si tu es pour ou contre le chômage, c'est comment tu fais pour le faire reculer. Là, c'est pas un problème moral, c'est un problème politique. Eh bien, je pense que c'est pareil. Que dit la morale sur le réchauffement climatique? Elle est contre. C'est intéressant, merci la morale, mais comment on fait? Voilà, c'est ça la vraie question. Et cette question-là, elle est politique. Alors, bien sûr, c'est pas aux jeunes seulement de le faire, il faut le faire à toutes les générations. C'est ce qu'on appelle le peuple, et donc c'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà, et je ne vais pas renoncer à la démocratie au nom du GIEC. Voilà. Moi, je ne veux surtout pas renoncer à la démocratie. Au contraire, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai essayé d'écrire ce livre, qui est une pierre parmi de nombreuses, pour essayer de faire prendre conscience, en fait, à l'ensemble de la société, et donc pas qu'aux plus jeunes ou pas qu'aux plus âgés, de l'urgence de la situation, et donc de la nécessité de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de vivre. Mais on voit bien que dans votre livre, il n'y a pas que le climat qui inquiète les jeunes. Il y a la crise sociale, il y a la crise psychologique. Après le Covid, les jeunes sont très impactés. Et puis surtout, on voit qu'il y a un manque d'autonomie chez les jeunes avec la crise de l'immobilier. Donc les jeunes se sentent extrêmement vulnérables, ce que vous avez dénoncé aussi pendant le Covid. Quelle est cette inquiétude globale en fait face à la crise d'autonomie dans laquelle ils sont aujourd'hui? Oui, vous avez dit, c'est vraiment une crise d'autonomie où aujourd'hui, si vous demandez les premières préoccupations là des jeunes, ils vont d'ailleurs pas forcément vous dire ma première préoccupation de vie tous les matins, c'est le climat. Ils vont vous dire c'est l'emploi, c'est l'accès à l'éducation, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. C'est ça qui les anime pour la plupart. C'est pour ça que je disais au tout début que c'était une question aussi de recherche d'identité, de moments d'instabilité de vie. Et donc les jeunes sont confrontés de manière structurelle à du chômage beaucoup plus élevé que dans les années 70, mais qui aujourd'hui ne bat pas tous les records, mais par contre à de la précarité de l'emploi structurelle, là encore systémique, qui fait qu'il est difficile aujourd'hui de s'insérer dans le marché de l'emploi autrement que par des stages, de l'intérim, du CDD, de l'auto-entrepreneuriat, enfin tous ces statuts qui ont été créés qui n'existaient pas dans les années 70, il faut quand même le rappeler, et surtout qui se prolongent. C'est-à-dire que c'est pas tu fais ton stage et après on te donne un CDI. C'est tu fais ton stage, puis peut-être un apprentissage, puis un statut d'auto-entrepreneur, puis ou un CDD ou de l'intérim. En fait, ils sont bloqués dans ces statuts qui sont extrêmement précaires et qui créent une espèce d'angoisse sourde parce que tout simplement l'angoisse de ne pas pouvoir accéder au logement comme ils le souhaitent, l'angoisse de ne pas pouvoir perdurer dans l'entreprise comme ils le souhaitent, l'angoisse du salaire tout simplement qui va pas tomber chaque mois et pour certains et je rappelle
rappelle qu'ils sont quand même très nombreux, ces jeunes qui ne savent même pas comment ils vont se nourrir et comment ils vont accéder à des choses aussi élémentaires que s'habiller, leurs besoins premiers. Et pour beaucoup, ils ne sont pas remplis. Je rappelle que les jeunes aujourd'hui, les moins de 26 ans, constituent la moitié des files d'aide alimentaire au Resto du Cœur. Il y a une précarité qui là se mesure et augmente chez les plus jeunes d'année en année. Et tout ça s'inscrit dans un cadre où les plus âgés, eux, ont connu des difficultés en leur temps, mais pas ce niveau de difficulté, notamment de précarité de l'emploi, et surtout d'accès au patrimoine. Et là, c'est pour moi une des plus grandes inégalités entre générations, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme sur la question du marché de l'immobilier, si on arrivait à une partie de Monopoly au 10e tour. On ne peut pas gagner, parce que les plus âgés détiennent l'immense partie du patrimoine, 70% du patrimoine immobilier en France, et ils ont investi à un moment où un salaire d'ouvrier pouvait permettre ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les prix ont trop augmenté. Et donc, les jeunes arrivent avec des salaires amoindris, instables. Donc, pour un prêt immobilier très compliqué. Si vous n'avez pas de CDI, impossible. Et en plus, les prix ont totalement explosé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui inquiète énormément les jeunes. Cette espèce de marasme économique dans lequel ils sont plongés. Et ensuite, évidemment, la pandémie, vous l'avez évoqué, a fait des dégâts monstrueux en termes de santé mentale des jeunes. On se retrouve aujourd'hui, il y a une étude de Santé publique France qui est parue en février qui montre qu'un jeune sur 5 aujourd'hui souffre de troubles dépressifs, ce qui est absolument historique. C'est quasiment 2 fois plus qu'avant la pandémie, donc c'est vraiment un phénomène de société. Et les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur. Là encore, c'est pas pour blâmer Emmanuel Macron, c'est juste qu'il y a eu plein de politiques publiques à destination de beaucoup de statuts, beaucoup d'emplois pour sauver l'économie. Et les jeunes, les étudiants, beaucoup les étudiants et tous ceux qui étaient dans ces situations instables, eux, par exemple, qui avaient des CDD qui se terminaient, donc pas forcément le droit au chômage derrière, donc pas forcément le droit à ces aides, le fameux chômage partiel. Eux ont été complètement abandonnés, ça a participé à avoir la sensation de sombrer littéralement, et en plus le confinement qui est survenu, et je pense que vous l'avez dénoncé aussi, qui est survenu à un âge qui est censé être, qu'on nous dit qui est le plus bel âge de la vie, la vingtaine, où on est censé s'épanouir, sortir, tisser ses relations sociales, se construire, et qui a vraiment couper les jeunes comme ça en plein milieu. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui, si on cumule la crise climatique, cette précarité économique, la pandémie qui est passée par là et auquel vous parliez au début de menaces nucléaires avec laquelle vous avez peut-être pu grandir, mais nous aussi maintenant, avec quand même Vladimir Poutine qui brandit cette menace très régulièrement, avec une guerre en Europe quand même, ce qui est quand même stressant. Et tous ces facteurs cumulés font qu'aujourd'hui, il y a un mal-être chez une grosse partie de la jeunesse qui, pour moi, mérite qu'on le prenne au sérieux, mérite d'être traité et mérite de l'aide. Donc c'est pour ça que ce livre, c'est aussi un appel à l'aide aux plus âgés, de dire, mais regardez la détresse aussi de cette jeunesse, sans comparer les jeunesses en leur temps, surtout celles qui ont vécu les grandes guerres mondiales. Bien sûr que là, je compare pas ça. Mais en tout cas, pour les personnes plus âgées aujourd'hui qui souvent n'ont pas vécu ces guerres-là, c'est de dire, bon, vous avez eu des difficultés en votre temps et on l'entend, mais regardez les nôtres qui, là, méritent qu'on nous aide, en fait, tout simplement. Non, mais là, je suis bien sûr d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire que là encore, si je compare avec... Quand j'étais jeune, c'est les vieux qui étaient les plus pauvres. On parlait de la misère du troisième âge, des retraites de misère, etc. Aujourd'hui, c'est les plus jeunes. C'est le contraire d'un progrès. Parce que moi, je pense qu'il mieux vaut protéger les jeunes. C'est vrai que la pandémie en a rajouté une couche, et pas seulement la pandémie, mais les choix qui ont été faits. Donc, j'ai dit à l'époque mes réserves sur le confinement, sans le condamner tout à fait, mais je le dis, ce qui m'inquiétait, c'est qu'en gros, on a sacrifié les jeunes à la santé de leurs parents et plus souvent de leurs grands-parents. Ce que je trouve hallucinant. Parce qu'on dit souvent... Macron disait, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles. Et j'ai expliqué 20 fois à la télévision, et j'y reviens dans mon livre, que je suis d'accord pour protéger les plus fragiles. Mais les plus fragiles, ce sont les plus vieux, uniquement en termes de santé. Alors effectivement, si on ne pense qu'à la santé, ce que j'appelle le pan médicaliste, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus vieux. Mais que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ça serait le sort de ces octogénaires ? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants, c'est absurde. Et donc moi je dis, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes. Parce que si on laisse un peu la santé de côté, ou si on laisse de faire de la santé la priorité des priorités, les plus jeunes sont plus fragiles que les plus vieux. Il n'y a rien de plus fragile qu'un nouveau-né. Il n'y a rien de plus fragile qu'un adolescent. Il n'y a rien de plus fragile qu'un jeune adulte. Moi j'ai 71 ans.
que voulez-vous qui m'arrive de grave? À part, effectivement, un problème de santé. Bon, mais je vais même mourir un jour ou l'autre, mais en gros, je m'en fous, si vous voulez. Mais pour le reste, ma vie, elle est faite. La vôtre, elle est à faire. Et donc, vous êtes bien plus fragile que moi, en vérité. C'est ce que disait Épicure, génialement, dans le IVe siècle avant Jésus-Christ. Celui qui doit être estimé bienheureux, ce n'est pas le jeune, c'est le vieillard qui a bien vécu. Mais oui, parce que, je ne sais pas quel âge vous avez, 27 ans, je crois. Ben, je suis certain d'avoir eu 27 ans. Je ne suis pas certain que vous aurez 71 ans. Autrement dit, je suis dans une position bien plus enviable. Tous les avantages que vous avez, la jeunesse, je les ai eus. Les avantages que j'ai, vous n'êtes pas sûr de les avoir. Quel est le plus grand malheur? Mourir jeune. C'est ça, c'est ce que dit Camus dans le mythe de Sisyphe, la mort prématurée. Ben voilà, mourir jeune, je suis invulnérable à ce risque-là. Je suis peinard, je suis certain que je ne mourrai pas jeune. Vous n'êtes pas certaine de ne pas mourir jeune. Deuxième risque majeur, le chômage. Je m'en fous, je suis à la retraite. Je suis invulnérable pour le risque de chômage. Vous pouvez être au chômage, vous n'êtes pas invulnérable. Troisième risque, le réchauffement climatique. Dans 30 ans, peut-être, on en parlait, la vie sur Terre va devenir difficile, voire impossible. Mais à la limite, je m'en fous, dans 30 ans, je serai mort. Vous serez vivante, mes enfants seront vivants, vous voyez. Et donc, si on arrête de faire de la santé l'essentiel, on découvre que les jeunes sont les plus fragiles. Et donc, moi, je dis, ma priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles et ceux qui ont le plus à perdre, c'est-à-dire les jeunes en général et les enfants en particulier. Là-dessus, on est d'accord. Alors après, dans le détail de l'analyse, il y a des moments où je trouve que vous simplifiez un peu les choses. Par exemple, c'est vrai qu'il y a sans doute plus de chômage, de précarité de l'emploi pour les jeunes d'aujourd'hui. En même temps, vraiment, je vous dis que dans les années 70, on vivait mieux. Moi, ce que j'ai lu chez mon ami Daniel Cohen, c'est qu'entre 1970, mon adolescence et aujourd'hui, le niveau de vie a doublé. Donc, je pense que les deux sont vrais. Il y a plus de précarité, vous avez raison. On vit mieux, on est mieux logé, on est mieux nourri, on a le téléphone portable, un ordinateur, etc. Donc c'est très difficile de faire la moyenne. Mais ce qui est vrai, en gros, c'est que nous vivons dans une société qui a tendance à privilégier les vieux. Et ça, c'est un scandale. Et je l'ai dit pendant la pandémie, je le répète. Alors on parle de solidarité intergénérationnelle, tout le monde est pour. Sauf qu'on oublie que la solidarité intergénérationnelle, elle est orientée depuis 300 000 ans. Ça fait 300 000 ans qu'en gros, les vieux sont prêts à se sacrifier pour les plus jeunes. On est en train d'inverser le modèle, notamment en finançant par la dette le confinement, la politique sociale pour une bonne part, etc., nos retraites. Enfin, dès lors qu'on finance par la retraite, ça veut dire que les plus vieux dont je suis jouissent davantage, qui seront payés par leurs enfants ou par leurs petits-enfants. Il y a quelque chose d'hallucinant là-dedans. Et donc là-dessus, on est d'accord. La vraie question, c'est que pour sortir de la précarité, pour sortir de la crise du logement, il faut construire. Ça s'appelle de la croissance. Il est très difficile de construire des millions d'appartements sans croissance. Et il est très difficile de sortir de la crise du logement sans construire des millions de logements. Vous voyez ? Alors, encore une fois, je ne suis pas économiste, c'est pas moi qui vais résoudre le problème, c'est pas vous non plus, mais je veux juste rajouter un petit peu de complexité dans tout ça. Mais je suis d'accord sur le diagnostic. Aujourd'hui, la société privilégie les vieux, entre autres parce que ce sont eux qui font les élections. Et même si chacun d'entre eux, individuellement, attache plus d'importance au sort de ses enfants et des petits-enfants, globalement, les politiques tiennent un discours qui s'adresse plutôt à des gens de mon âge qu'à des gens de votre âge. Ah oui. Il faut donc en sortir. Là-dessus, on est d'accord. Simplement, l'une des façons d'en sortir, c'est de vous inscrire sur les listes électorales et de faire de la politique sans se contenter de leçons de morale. On arrive à la fin de cet entretien. De ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une sorte de fracturation dans la société entre les jeunes, les vieux, les précaires, les pas précaires, les écolos, les pas écolos. Est-ce que ça, c'est une tendance que vous ressentez, André Comte-Sponville, en 2023 ? Je ne sais pas. Moi, je parlais avec des jeunes adultes de 44 ans, 46 ans. Pour moi, c'est des jeunes, la génération de mes enfants. Et qui me disaient, ils ont créé des entreprises, plus ou moins des petites boîtes, c'est pas des gros patrons d'industrie, mais ils me disaient, avec les jeunes, on n'y arrive plus. Ils veulent pas bosser. Alors ça m'amusait parce qu'ils tenaient le discours, mais à 44 ans, 44 l'un, 46 ans l'autre, un garçon, une fille, ils tenaient en gros le discours du vieux con que vous nous prêtez en gros, et pas toujours à tort, hein, je vous l'accorde, mais ça veut dire, vous voyez, les rapports entre générations, j'en parlais avec mon fils, là, encore autre chose, mais qui a été enseignant pendant quelques temps, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on était nous. Mais mon gamin, il a 40 ans, vous voyez, donc c'est amusant de voir ça. C'est-à-dire que, et vous le dites au début, vous citez faites de jolies citations, comme quoi ça fait en gros 2500 ans, depuis qu'on a des documents écrits. Le poète Hésiode. Que les vieux se plaignent des jeunes. Oui. Et je pense à peu près aussi longtemps que les jeunes se plaignent des vieux. Ça fait partie de la vie et c'est très bien comme ça, mais il faut préserver la jeunesse. Le philosophe Alain, ça sera peut-être ma conclusion, un jour il faisait cours
en Cagne, il était à Henri IV, dans les années 20-30. Il faisait cours sur les passions. Il disait, ben voilà, traditionnellement, on considère qu'il y a 3 passions principales. L'amour, l'ambition, l'avarice. Il ajoutait, c'est très simple, 20 ans, 40, 60. Ben oui, à 20 ans, on préfère l'amour à l'ambition, à l'avarice. À 40 ans, on préfère l'ambition à l'amour et l'avarice. Et à 60 ans, on tend à préférer l'avarice. C'est un peu ce que disait ma sœur psychiatre. Avec l'âge, tout le monde s'aggrave, sauf les gens bien qui s'améliorent. Et donc, de grâce, ne nous laissons pas emporter par le vieillissement. Et c'est pour ça qu'il faut faire des enfants aussi. On ne peut pas vivre bien dans un pays qui vieillit. Alors, il faut évidemment pas multiplier les naissances en raison de la surpopulation que j'évoquais, mais voilà, il faut préserver les chances de la jeunesse, préserver l'avenir de la jeunesse. Je pense que c'est une des priorités du moment. Autre chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la crise de l'école, qui est un drame absolu. Oui, alors là, les vieux cons n'ont pas tout à fait tort de constater que la culture des jeunes, leur niveau de maîtrise de la langue écrite tend à régresser. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est de notre faute au moins autant que de la leur. Mais par contre, il y a un vrai drame de l'école. C'est-à-dire que l'école arrive de moins en moins à transmettre le savoir, l'éducation. Et là, pour moi, il y a une priorité, enfin, ça fait partie des priorités. Voilà, mais je crois qu'une bonne politique, c'est une politique qui privilégie les jeunes plutôt que les vieux. Et je vous accorde que des raisons qui tiennent à la démographie, à la sociologie et à la vie politique d'aujourd'hui fait que malheureusement on assiste à l'inverse depuis plusieurs décennies. Sur la fracturation de la société, Salomé, comment vous le percevez ça chez les jeunes aujourd'hui ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une fracturation qui n'est pas qu'intergénérationnelle et qui continue à être exacerbée, notamment par, à mes yeux, la transformation du système médiatique qui tend à favoriser toujours plus de clash, toujours plus de binarité. On le retrouve même jusqu'en politique, avec des responsables, des très hauts responsables politiques aujourd'hui qui s'emparent de ces petites phrases, de ce clash, tout ce qui fracture en fait la société, de désigner des coupables. Je pense à ces fameux éco-terroristes, par exemple, qu'un ministre de l'Intérieur a qualifié ainsi. Donc effectivement, tout ceci se ressent de manière très générale et c'est impensif, tout le monde, voilà, on le voit, on le sait. Sur la question intergénérationnelle, cette fracture pour moi est dépassable. Et vous avez dit la priorité politique, ça devrait être de préserver la jeunesse. Ça ne l'est pas aujourd'hui, ça ne l'est absolument pas économiquement, ça ne l'est pas sur le plan de l'éducation. Et là, c'est une question d'investissement public. J'en parle de l'université, alors comme je parle des 18-29 ans, je parle beaucoup de l'enseignement supérieur, mais qui est complètement délaissé. Donc effectivement, les élèves ont un enseignement qui est dans des conditions de plus en plus compliquées, donc peut-être que ça a des répercussions, et encore, on peut en discuter d'ailleurs sur la perte de culture, mais en tout cas ça a clairement, les jeunes en pâtissent de ce manque d'éducation ou de qualité d'enseignement. Donc si on rajoute la précarité économique, la question de l'éducation et bien sûr la question du climat, aujourd'hui les jeunes ne sont pas du tout la priorité. On est d'accord sur le constat, c'est parce que les politiques sont à destination des plus âgés, mais moi je me demande ce qui se passerait si demain, les plus âgés qui votent et qui ont le pouvoir aujourd'hui se mettaient à faire des jeunes dans leur vie et dans leur considération une priorité. Si pour pouvoir séduire électoralement les plus âgés, il fallait traiter la question de la jeunesse, qu'est-ce qui se passerait ? C'est pour ça que si, je pense, une grande partie des plus âgés avaient plus d'empathie, plus d'envie d'aider les jeunes, peut-être que ça changerait aussi politiquement et tout de suite, et on n'aurait pas besoin d'attendre de nous être au pouvoir. J'ai une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce que vous retenez du discours de Salomé André Comte-Sponville quand vous allez sortir de ce studio, de cet échange ? Un peu la même chose que de son livre. Encore une fois, on est d'accord sur le constat et même d'accord sur la prévision, sur la catastrophe écologique annoncée. D'accord d'ailleurs sur le dernier point, oui, il faut privilégier la jeunesse. Je n'ai pas arrêté de dire ça pendant le confinement et je le maintiens. Notre vrai désaccord, c'est la question de la croissance, parce que construire des facultés, construire des hôpitaux, créer des emplois. Encore une fois, je ne suis pas économiste, donc je m'exprime prudemment, mais je ne vois pas bien comment on fait sans croissance. Et je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre l'exigence sociale, donc créer des facs, mieux payer les profs, plus d'infirmières, plus d'hôpitaux, plus de médecins, etc., et l'exigence écologique de la décroissance. C'est là, me semble-t-il, la fragilité, je ne dis pas la faiblesse, mais la fragilité de la position de Salomé. Mais encore une fois, comme je ne suis pas du tout expert de ces questions,
Je ne suis pas du tout sûr d'avoir raison, mais je pense que ça sera forcément l'un des enjeux du débat démocratique qu'il faut avoir. Et voilà, et donc, encore une fois, mon résumé, c'est ne comptons pas ni sur la morale, ni sur la science pour prendre les décisions à notre place, parce que la décision dans une démocratie, elle appartient au peuple souverain. Et donc, la leçon que je retiens de ça, c'est inscrivez-vous, pas vous personnellement, mais les jeunes, oui. Mon discours à la jeunesse, c'est inscrivez-vous sur les listes électorales, et 2, faites de la politique. Ne vous contentez pas d'une posture simplement scientifique d'un côté, morale de l'autre, parce qu'à l'articulation entre les deux, seule la politique, et donc la question du pouvoir. En politique, il s'agit de prendre le pouvoir, c'est aussi bête que ça. Seule la politique vous permettra d'avancer, mais pas tout seul, évidemment. Il va de soi que ça passe par une alliance, une rencontre, un débat, un dialogue entre les différentes générations, mais ça tombe bien, parce que le suffrage universel, justement, non seulement permet cet échange intergénérationnel, mais l'exige. Salomé, on ne va pas refaire le débat, mais qu'est-ce que vous retenez du discours d'André Comte-Sponville aujourd'hui en sortant de cet échange ? Ce qui a été dit, je pense qu'on est vraiment d'accord sur le constat. Et d'ailleurs, c'est plutôt rare d'entendre quelqu'un de 71 ans qui dit la priorité, ça doit être les jeunes, et qui reconnaît aussi cette inégalité générationnelle. Donc je dois dire que c'est agréable. Effectivement, on a un désaccord qui a été pointé sur la question économique. Et je pense que c'est aussi, en fait, quelque part une question d'âge, parce que quand vous avez grandi et que vous avez vécu toute votre vie dans cette idée de la croissance, du néolibéralisme, du consumérisme, je conçois et je comprends que ce soit très difficile d'envisager une rupture aussi brutale qui est à mes yeux nécessaire, et encore une fois pas qu'à mes yeux, aux yeux de beaucoup de scientifiques, économistes également, qui pointent cette transformation profonde que j'arrête pas d'invoquer, d'évoquer, et dont on a parlé. Effectivement, je reste très sceptique sur la solution par la croissance et le développement, et je pense que ça se situe plutôt du côté de ce que proposent les scientifiques. Mais effectivement, c'est un débat qui peut rester ouvert, on peut discuter. André Comte-Sponville, merci. Salomé Saké. Vous n'êtes pas le premier. Salomé Saké, merci. Je vous invite vraiment à lire La Clé des champs et autres impromptus, des petits textes extraits de différents livres. Notamment, de différents livres ou articles, un recueil d'articles. C'est ça. J'ai été très touché par 2 textes, l'un sur votre mère et l'autre sur votre fille. Je vous l'ai dit avant. Salomé Saké, donc je vous invite vraiment à lire ce texte qui fait un diagnostic sur l'état de la jeunesse en France. Merci pour ce travail. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous.